C'était la première élection post-printemps arabe. Les Tunisiens ont élu hier leur assemblée constituante et pour la première fois, le pouvoir ne leur a pas imposé leur choix. Un exercice démocratique déjà couronné de succès puisque plus de 90% des inscrits sont allés voter. On devrait connaître les premiers résultats ce soir ou mardi matin. Avec moi en plateau, Riyad Sidaoui, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse géopolitique et sociale à Genève. Alors, première question, on parle beaucoup de la percée annoncée du parti islamiste Ennahda. Sur quoi reposent les soutiens aujourd'hui au parti Ennahda? C'est clair. Tout d'abord, l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que Ennahda, c'est le seul parti politique où ses membres cotisent 5% de leurs revenus. Il y a une quasi-discipline militaire. Deuxième soutien financier vient des pays du Golfe, notamment de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., que ce soit des hommes d'affaires, des princes ou même des États. Troisième soutien, ce sont les masses médias arabes du pays du Golfe. À leur tête, Al Jazeera, des dizaines de chaînes par satellite religieuses financées par le pétrodollar saoudien et le pétrodollar des pays du Golfe. Donc là, Ennahda joue ce que nous appelons, nous, l'État-providence. Pendant l'absence de l'État, parce que l'État de Ben Ali était absent, vis-à-vis des couches défavorisées, Ennahda est présent. Ennahda pourrait soutenir les jeunes. Il a les capacités financières de soutenir les jeunes et de résoudre leurs problèmes dans le quotidien. C'est ça leur force. Donc ils utilisent ce que nous appelons en sciences politiques l'islamisation par le bas. La bienfaisance sociale, la résolution des petits problèmes dans le quotidien, de la santé, de l'éducation, de la vie quotidienne. Et là, réside leur succès. Alors le camp laïque va tenter de faire front commun contre Ennahda. Est-ce qu'on peut craindre des violences dans la période qui vient entre les partisans des différents partis? On peut craindre la violence politique en Tunisie, mais à mon avis, ça ne sera pas entre Ennahda et les camps laïcs, mais entre les salafistes qui sont à l'extrême droite de l'Ennahda, puisque l'Ennahda pour moi c'est un parti de droite, les salafistes et les laïcs. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ennahda a voulu toujours dire je ne suis pas responsable de la violence des salafistes. Nous, on a une direction claire. Nous, on respecte les règles de jeu, mais pas les salafistes. Oui, il pourrait avoir des problèmes. Ils ont attaqué les salafistes, par exemple, la maison d'un directeur d'une chaîne de télévision, Nesma TV. Il y a pas mal de problèmes dans les campus universitaires. Là, vraiment, on a un petit problème, un grand problème plutôt avec les salafistes, qui eux-mêmes ne veulent pas de la démocratie. Pour eux, la démocratie, c'est l'impie. La démocratie ne fait pas partie de la religion musulmane. Ça veut dire qu'Ennahda sera un arbitre entre le camp laïque et les salafistes? Ils seront au milieu, ils vont tenter de satisfaire les deux camps? Probablement oui, et ça sera une opposition très confortable à Ennahda. Alors, on sait qu'il y a d'autres transitions en cours en Libye ou en Égypte. Est-ce qu'on peut voir avec l'issue du scrutin en Tunisie peut-être un indice sur ce qui va se passer dans ces deux pays, par exemple? Pour la Tunisie, à mon avis, c'est un pays très prêt. C'est un pays à part. Absolument, très prêt pour la démocratie, la démocratisation totale, parce que la Tunisie a cette tradition électorale. Moi, j'ai voté, mais au sein, par exemple, de l'université, au lycée secondaire, à l'UGT, l'Union générale des travailleurs tunisiens, on a eu des élections toujours libres et correctes et transparentes, mais le problème, c'était au niveau des élections législatives et présidentielles. Par contre, en Libye, par exemple, les Libyens n'ont jamais vécu le côté électoral. Ils n'ont jamais élu. Ils n'étaient jamais aux urnes. C'est la première fois dans leur vie qu'ils voient des enveloppes et des urnes, etc. Et ça sera une tâche très difficile. Et surtout, c'est une société très balle qui n'a pas la tradition économique. Muammar Kadhafi a créé un grand vide politique. Il n'y a pas d'institution, il n'a pas une armée nationale homogène, intacte comme le cas tunisien. Donc, je suis pessimiste pour le cas libyen. Merci beaucoup, Riyad Sidaoui, en tout cas d'être venu sur notre plateau pour votre éclairage. Merci à vous. On revient maintenant sur cette élection hier en Tunisie. On a fait la queue jusque tard dans la soirée devant les bureaux de vote. Regardez le reportage de David Thompson, notre envoyé spécial. 1 heure avant l'ouverture des bureaux de vote, déjà des files d'attente sur des dizaines de mètres. Pourtant, à ce moment-là, tous n'ont pas encore fait leur choix. Là, à l'instant présent, j'hésite encore. Indécis ou pas, à la Marsa, banlieue bourgeoise de Tunis, les électeurs ont tous voté en nombre, avec la même émotion. Je suis fière, heureuse. J'ai pas dormi toute la nuit et depuis 2 jours. Alhamdoulilah. C'est la première fois de ma vie, j'ai 70 ans, que je vote librement et correctement. C'est parfait. Après des années d'élections truquées, de bourrage d'urnes, des dizaines d'observateurs chassent la moindre irrégularité. Chaque bulletin est comptabilisé puis tamponné. Les téléphones portables sont interdits pour empêcher que les votes ne puissent être achetés comme autrefois.
il peut mettre sa croix, faire une photo, ressortir avec la photo pour montrer, voilà, j'ai mis la croix là où le parti qui veut disons, l'acheter lui a demandé de mettre la croix. Donc pour éviter ça, il n'a pas le droit de rentrer avec un téléphone pour ne pas pouvoir prendre une photo. Dans les quartiers les plus populaires de Tunis, la même affluence, avec parfois des singularités. Une file d'attente pour les hommes, une autre réservée aux femmes. Ici, beaucoup ne font pas mystère de leurs opinions. Depuis 23 ans, on n'avait que Dieu pour nous. Maintenant, si Dieu veut, nous serons victorieux à Ennahda et on vivra heureux. Ces derniers jours, l'un des principaux leaders politiques du pays menaçait de faire descendre dans la rue ses partisans en cas de fraude électorale. Mais après 23 ans de dictature Ben Ali et d'élections truquées, la commission électorale indépendante et les centaines d'observateurs déployés un petit peu partout dans les bureaux de vote du pays semblent avoir tout mis en œuvre pour que la première élection du printemps arabe soit totalement irréprochable. Il y a un an, Cristina Kirchner perdait son mari Nestor. Certains pensaient alors que la présidente d'Argentine ne